Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Cartes sur table. Un Cartes sur table qui sera consacré cette semaine, comme nous en avons l'habitude depuis plusieurs années, au dîner du CCAF, en vous donnant l'occasion, pour ceux qui n'ont pu être présents ou qui n'ont pas voulu être présents, d'écouter les différentes interventions dans leur intégralité. Quels enseignements tirer de ce dîner ? D'abord, et c'est ce qui a frappé toutes les personnes présentes, le nombre exceptionnel de personnalités qui sont venues témoigner leur solidarité avec l'Arménie, avec l'Artsakh, avec les Arméniens et donc avec le CCAF. Car il faut le saluer, le niveau exceptionnel du relationnel, du consensus établi par les coprésidents du CCAF pour aboutir à ce résultat qui leur doit beaucoup. Pour rappel, et en n'étant absolument pas exhaustif, on me harcèle d'avoir oublié plein de personnes. L'ancien président de la République, François Hollande, le Premier ministre Gabriel Attal, la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot, le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, le ministre de la Défense Sébastien Lecornu, le ministre du Logement Guillaume Casparian, la ministre déléguée à la citoyenneté Sabrina Agristi-Roubache, la ministre des Anciens combattants Patricia Miralles, l'ambassadrice d'Arménie en France Asmik Dolmadjan, le représentant du Karabakh en France Ovanes Kevorkian, le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand, le président de l'Assemblée de Corse, Gilles Simeoni, la maire de Paris, Anne Hidalgo, le maire de Marseille, Benoît Payan, l'ancien maire de Lyon, Kevol Kepenekian, la plupart des députés, des sénateurs des groupes d'amitié France-Arménie à l'Assemblée nationale et au Sénat, venant de l'ensemble des groupes politiques, du Parti communiste aux Républicains. Les députés européens, François-Xavier Bellamy et Nathalie Loiseau, les chefs de parti, Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure, des dizaines de maires et d'élus locaux, dont le maire d'Alfortville, Luc Carvounas, ou la maire de Calais, Natacha Bouchard, des historiens, des ambassadeurs, des intellectuels, dont l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, des journalistes, des membres des cabinets, la défenseur des droits, Claire Hédon, le président du CRIF, Jonathan Arfi, le grand rabbin Haïm Korsia, l'imam Chalgoumi, Berivan Firat représentant les associations kurdes, les représentants des églises arméniennes, dont le primat de l'église apostolique, Monseigneur Khatchatorian, et bien sûr, de nombreux responsables d'associations arméniennes. Pour débuter cette émission, je vous propose d'écouter le rédacteur en chef adjoint du Figaro Magazine, Jean-Christophe Buisson, qui rentrait le matin même d'Arménie avec l'écrivain Sylvain Tesson. Pour dire la vérité, nous ne rentrons pas d'Arménie. Ah ! Nous rentrons d'Artsakh. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible, puisque aucun journaliste, comme vous le savez, ne peut aller en Artsakh depuis des années. Parce que l'Artsakh, c'est pas l'Arménie, on vient de l'apprendre ce soir. On revient d'Artsakh parce que un pays, c'est un territoire, c'est un État, c'est un gouvernement, c'est un parlement lorsqu'il est démocratique, mais c'est avant tout un peuple. Et le peuple d'Artsakh, nous sommes allés le rencontrer à sa demande, puisque des villageois ont demandé à Sylvain Tesson de venir rappeler que la France ne les oublie pas, 6 mois exactement après avoir été expulsés de leur terre ancestrale. Et avec Sylvain, avec Astrid Cyranossian, qui est ici, l'immense violoncelliste que vous connaissez, et Antonin Goudjian, photographe avec qui nous travaillons régulièrement, eh bien, nous avons répondu à cette demande et nous sommes allés voir des artsakiotes qui sont aujourd'hui déplacés en Arménie. C'est un peuple digne, c'est un peuple vibrant, vivant et vibrant de colère, une colère mesurée, mais une colère réelle, une colère contre tous ceux qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour les aider à se défendre contre les Azerbaïdjanais, une colère qui est dirigée un peu contre tout le monde, contre l'Union européenne, contre la France, contre les États-Unis, contre la Russie, contre son propre commandement militaire, considérant qu'ils avaient les moyens de se défendre, contre l'Arménie aussi, qui, selon eux, n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais cette colère est dépassée par un autre sentiment, un sentiment qui n'est pas de l'espoir, mais qui est plus que de l'espoir. C'est un mot cher à François-Xavier Bellamy, c'est l'espérance. Les Arméniens d'Artsakh sont un vieux peuple qui a plus de 2500 ans d'existence, qui est un vieux peuple comme le peuple français. Donc il résonne sur le temps long. Nous aussi, la France, nous avons failli disparaître au Moyen-Âge, pendant la guerre de 100 ans. En 1940, nous avons quasiment disparu. Et puis il y a eu une renaissance. C'est possible. Et les artsakiotes sont dans ce raisonnement. Donc nous voulions voir ces gens-là, ce peuple artsakiote qui reste
pour une certaine partie d'entre eux, à la frontière, dans le Syunik notamment. Et nous voulons y voir parce que nous avons considéré que nous avions deux missions. La première mission, c'est de ne pas les oublier, parce que, comme le disait très bien Elie Wiesel, qui est un ami de France, c'est un grand défenseur des Arméniens, qui avait préfacé, vous savez, les 40 jours du Moussadar de Franz Werfel. Et Elie Wiesel, je crois que c'est Vincent Duclerc qui le rappelle dans son dernier livre sur les Arméniens, disait « Les Arméniens n'ont pas peur de la mort, ils ont peur de l'oubli ». Eh bien, c'est notre mission de faire en sorte que les Arméniens d'Artsakh ne soient pas oubliés, que cette page tragique ne soit pas tournée allègrement quelques mois après, à partir du moment où il leur a fallu se réinstaller en Arménie ou ailleurs. Le sujet est clos. Non, le sujet n'est pas clos. Et puis ne pas les oublier parce que, et là je vais répondre enfin à ta question, Frantz, parce que leur situation, leur destin provisoirement funeste, eh bien, il faut prévenir les Arméniens d'Arménie de ce destin aussi. Il ne faut pas qu'ils vivent la même chose. Et parler des Arméniens d'Artsakh, c'est aussi parler des Arméniens d'Arménie. Nous sommes allés avec Sylvain, Astrig et Antoine jusqu'à Kapan, c'est-à-dire au sud du Syunik, là où se trouve un aéroport qui est surplombé d'une colline. Et au sommet de cette colline, vous avez une position azerbaïdjanaise avec des drapeaux azéris. Et cette situation, elle est tout le long de la frontière, parce que depuis 2 ans, par à-coups ou par des grandes opérations, eh bien, les Azerbaïdjanais ont pris toutes les hauteurs au-dessus de l'Arménie. Et vous vous doutez bien que s'ils ont pris ces hauteurs, ce n'est pas pour regarder les jolies Arméniennes au bord de la piscine, mais pour se préparer sans doute à une nouvelle attaque. Donc il faut être vigilant et parler des Arméniens d'Artsakh, c'est aussi parler des Arméniens d'Arménie qui sont aujourd'hui plus que jamais menacés. Alors, tous ici, à un degré ou à un autre, vous êtes des défenseurs de l'Arménie. Chacun fait ce qu'il peut, que ce soit des personnalités politiques, que ce soit des personnalités intellectuelles, médiatiques, associatives, qui est la grande majorité d'entre vous, parfois anonymement, parfois dans l'ombre, parfois plus publiquement. Et de tout cela, les Arméniens vous sont bien entendu reconnaissants. Mais je crois que le sujet n'est plus de défendre l'Arménie. Je crois que nous avons réussi, chacun à notre niveau, à convaincre tous les Français, y compris encore la classe politique de l'extrême droite à l'extrême gauche, que les Arméniens méritaient d'être défendus. Le sujet aujourd'hui, c'est d'attaquer l'Azerbaïdjan. Attention, attaquer non pas militairement, mais attaquer avec les moyens légaux, légitimes dont nous disposons. C'est-à-dire que c'est très bien de dire que les Arméniens souffrent, ont souffert, risquent encore de souffrir, mais c'est encore mieux de punir leurs bourreaux. Et il y a vraiment des moyens de punir le bourreau, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan, qui aujourd'hui détient des prisonniers politiques. Je voudrais saluer la présence du fils de Rouben Vardanian parmi nous ce soir. Nous sommes tous ici à penser tous les jours à ces prisonniers politiques qui sont à Bakou sans la possibilité de se défendre vraiment. Des instances internationales existent, ont condamné ce qu'a fait l'Azerbaïdjan, qui s'appelle un nettoyage ethnique. C'est le premier nettoyage ethnique du XXIe siècle. Et nous sommes aujourd'hui non seulement à ne pas punir ce bourreau, alors parfois le Sénat, l'Assemblée nationale, quelques instances législatives prennent des positions très dures qui demandent des sanctions, parce que c'est possible de sanctionner. On l'a fait avec Milošević, on l'a fait avec Poutine. C'est possible de sanctionner un dictateur lorsqu'il commet un acte comme il a commis. Aujourd'hui, nous avons rencontré le président de l'Artsakh à Yerevan, du gouvernement en exil, si on peut l'appeler ainsi. Il reste sur 150 000 habitants d'Artsakh il y a 4 ans, il reste 11 Arméniens. 11 Arméniens sur 150 000 habitants. Si ça, ce n'est pas un nettoyage ethnique en bonne et due forme, qu'est-ce donc ? Et pourtant, non seulement nous ne punissons pas Aliyev, mais en plus, nous sommes en train d'envisager de lui laisser prendre une petite place au sein de l'OTAN. Mais en plus, nous continuons allègrement à acheter du gaz au nom de l'Union européenne, certes, mais quand même, nous faisons partie de l'Union européenne. Je pense qu'il y a beaucoup de mesures qui peuvent être prises contre Aliyev si on a vraiment la volonté de punir le bourreau. Et pour terminer, je pense que si M. Stoltenberg, si Mme von der Leyen, si M. Michel venaient un jour dans le Syunik ou dans d'autres régions rencontrer des déplacés d'Artsakh arméniens, écouter
une femme comme cette femme que nous avons rencontrée, Mona Avanassian, qui est une jeune grand-mère, qui habitait le village de Martakert, à 40 km au nord de Stepanakert. Et le 19 septembre, son village a été bombardé. Il a fallu s'en aller. On leur a dit « il faut partir ». Les Azéris sont dans les faubourgs de la ville. Elle habitait à côté d'une caserne. Sa maison a été touchée, sa maison familiale a été touchée par un bombardement. Son petit-fils de 9 ans est mort dans le bombardement. Au moment où 3 camions russes, Kamaz, arrivaient en faisant monter tous les civils en disant « on vous emmène parce qu'après, on ne peut plus rien pour vous, vous allez être tués ». Et il a fallu qu'elle résolve avec sa famille un dilemme plus que cornélien, sophoclien d'une certaine manière, qui était « que fait-on de cet enfant ?» Nous n'avons pas le temps de l'enterrer, mais nous ne pouvons pas l'emmener avec nous. Si nous partons, que va-t-il devenir ? Si nous restons, nous allons tous mourir. Et finalement, charge d'âme, le reste de la famille, ils ont décidé de partir avec les camions russes et de demander aux quelques soldats arméniens qui restaient là de trouver de quoi faire un cercueil, en l'occurrence une caisse de munitions, pour mettre ce petit corps de cet enfant de 9 ans et l'enterrer dans le jardin. Et cette dame nous a dit que tous les jours, elle pense à cet enfant et tous les jours, elle demande à la Croix-Rouge internationale, qui a le droit de venir de temps en temps à Stepanakert, notamment pour s'occuper des 11 Arméniens qui restent, eh bien de ramener ce cercueil. Pour l'instant, il n'y est pas arrivé. Alors c'est vrai que Sylvain et moi, nous nous sommes fait la promesse que tant que ce cercueil ne sera pas rentré auprès de sa grand-mère, nous continuerons à dénoncer le régime de Aliyev. Défendre l'Arménie, c'est une évidence, mais encore une fois, dénoncer ce régime qui permet qu'on s'attaque non seulement aux vivants, mais aussi aux morts. Un témoignage très fort sur le plan émotionnel qui a donné le là de la soirée. En lui emboîtant le pas, Sylvain Tesson a utilisé des mots ciselés pour appeler les autorités politiques de France et d'Arménie à ne pas se détourner de la souveraineté de l'Arménie au profit du commerce avec l'Azerbaïdjan. Oui, François-Olivier nous demandait de dire ce qu'on avait vu et ce qu'on avait entendu. Eh bien, aux exilés que nous avons rencontrés au cours de ces 2 jours passés à un train d'enfer dans le pays, aux exilés à qui nous demandions ce qui leur manquait le plus, nous avons eu cette réponse, là où nous attendions une réponse telle que le confort de nos maisons. Nous avons eu cette réponse, ce qui nous manque le plus, ce sont nos tombes. À Yerevan, à Shinouaïr, à Kapan, les déracinés tiennent un discours d'exil assez rare. C'est un discours qui dénote, mais après tout, dénoter n'est pas méprisable. Ces exilés-là, ces exilés, ne désirent pas vivre ailleurs, ils veulent mourir chez eux. Alors depuis 4 ans, la douleur de l'Arménie, Jean-Christophe Buisson vient de le dire, ne se heurte plus à l'indifférence générale, on peut s'en féliciter. D'ailleurs, les partis politiques sont même arrivés en la matière à une concorde assez rare, dont témoigne votre présence ici, à vous, responsables des sensibilités très disparates. Mais l'unanimité dans la pétition de principe ne suffit pas. Nous autres, les amis de l'Arménie, je pense par exemple à Pascal Bruckner qui est ici, ou à Hugues de Wavrin, nous avons été très échaudés par l'abîme entre les pétitions d'intention et l'absence de leur matérialisation, si bien que nous ne croyons plus aux vertus performatives de la parole. Quand un dirigeant de parti politique français ou européen dit « plus jamais ça », eh bien, un dirigeant turc, au même moment, c'est-à-dire en même temps que le « plus jamais ça » des Européens, dit « recommençons ». Et un Arménien pense « les revoilà ». Alors, plus jamais ça est une aimable expression d'autoconviction qui satisfait son auteur, mais pour aller plus loin, il faut nommer l'ennemi. François-Olivier a d'ailleurs commencé son intervention en nommant l'ennemi. Et les réfugiés que nous avons rencontrés dans les appartements de Yerevan, je pense à Christina, à Evgenia, à Luciné ou à Susanna, n'hésitent pas à nommer l'ennemi pour la très bonne raison qu'elles l'ont vu, les Turcs et les Azéris. Mais nous, en Europe, nous n'aimons pas dire ces choses-là
parce que nous croyons aux accommodements, et puis parce que nous sommes polis, puis nous sommes bien élevés. Pourtant, nous disait le président de l'Artsar, que nous avons rencontré comme un prince abandonné dans son appartement, toute composition avec la partie engagée dans l'extermination des Arméniens, toute composition, toute conversation contredit l'amitié avec l'Arménie. Signer un contrat avec l'un, c'est signer la mort de l'autre. On ne peut pas être en même temps au monastère de Tatef et à la chambre de commerce de Bakou. Il faut choisir. Seulement choisir, c'est un mode opératoire qui n'est pas très moderne. Malheureusement, des voix en France, comme en Arménie d'ailleurs, appellent à la reprise du commerce, des échanges, de la circulation, du dialogue, des pourparlers, des processus, de toute cette kermesse. Ils appellent ça le carrefour des échanges. Alors nous, on entend le paillasson des intérêts, le carrefour des échanges. Nous avons entendu ce discours dans les préfectures et même au plus haut sommet de l'État, à Yerevan. Et nous avons pensé que c'était le désir du mouton de négocier avec le couteau. La prospérité commerciale comme solution au malheur du monde, avec ruissellement de prospérité pour tous, ressemble un peu à l'hypnose de Pinocchio devant la fête foraine. Cela nous semble aberrant, à nous, les amis de l'Arménie, de devoir redire cette chose évidente, mais si limpide qu'elle est devenue complètement invisible. C'est que ce pays de justice, d'amitié francophone, de foi chrétienne, millénaire, littéraire, d'art et de démocratie, de droits de l'homme et de liberté de la femme, n'est pas un empire du milieu, mais un milieu des empires, entouré de dirigeants qui contreviennent tous à ce que je viens d'énumérer. La défense de ce pays devrait constituer notre principale priorité, sauf si l'on considère que la légitimité d'un pays est son PIB. Alors dans ce cas-là, en effet, libre à nous de faire le double jeu de la croissance et du croissant. À la frontière, hier après-midi, là où flottent les drapeaux azéris devant l'aéroport de Kapan, et dans le cimetière de Yerablour à Yerevan, où nous avons croisé cette nuit, à 2 heures du matin, sous la pluie, des jeunes gens venus pleurer leur frère de 19 ans tombé sous les bombes d'Aliyev, nous avons rencontré des Arméniens, désireux justement de ne pas oublier de se défendre, avant même de songer à négocier. Certains leur disent « il faut rejoindre la marche du temps », et eux pensent « le temps, c'est nous ». Ceux-là, comme le maire de Chinoaïr, ou comme Astrid Cyranossian, qui conjurait la brume devant le monastère de Tatiev en jouant des suites de Komitas, eh bien ceux-là demandent de l'aide pour assurer la première étape vers la continuité territoriale. Et cette première étape, c'est tenir ses lignes, armer ses positions, se préparer, prévenir l'attaque. L'aide à la consolidation de la défense, en d'autres termes. Eh bien, puisse notre pays, qui ne se rend pas compte du miracle de bénéficier de frontières stables et fixes, puisse notre pays entendre leur appel plutôt que celui des commerçants qui s'improvisent préposés au relevé des compteurs à gaz de la mer Caspienne. Puis ce fut le tour des 2 coprésidents du CCAF, Arat Oranian et Mourad Papazian, très applaudis, d'interpeller les responsables politiques français, notamment le Premier ministre Gabriel Attal, sur le sort des Arméniens d'Arsar, tout en donnant quitus à la France d'être le pays qui en fait le plus pour l'Arménie dans toute sa diversité politique. Je vous propose d'abord d'écouter Arat Oranian. Pas facile en effet de prendre la parole derrière celui que Franz-Olivier Gisbert qualifie de plus grand écrivain de France. Et c'est l'avis d'un orfèvre en la matière, parce que Franz-Olivier Gisbert n'est pas non plus le dernier écrivain de France. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est une de nos plus grandes plumes. Monsieur le Premier ministre, messieurs les représentants des corps constitués des autorités religieuses, je ne vais pas citer tout le monde, monsieur le Président de la République, le pire n'est jamais certain, dit-on, mais il peut arriver. Tout ce que nous redoutions, tout ce que nous dénoncions,
s'est hélas produit avec le nettoyage ethnique du Haut-Karabakh, où il ne reste aujourd'hui quasiment plus aucun Arménien. Progressant grâce à la manne pétrolière au son des armes de la 5e génération, la marche turque a ainsi réalisé une nouvelle avancée dans un processus que l'historien Vincent Duclerc, ici présent, président de la commission de recherche sur le Rwanda, qualifie de génocide long. Ces événements dramatiques, dont on épargnera à notre vénérable assistance la description, donnent hélas a posteriori raison à la partie arménienne qui, depuis le pogrom anti-arménien de février 1988 dans la ville azerbaïdjanaise de Sumgait, a tenté par tous les moyens de renverser le destin funeste que lui promettait le régime Aliyev, finalement en vain. Cette terre d'Artsakh où les Arméniens ont construit leur histoire pendant 2500 ans n'entendra plus jamais ses habitants prier Dieu dans leurs églises. Elle ne verra plus jamais ses enfants apprendre l'alphabet de Mesrop Mashtots dans leurs écoles. Elle ne les écoutera plus entonner les chants sacrés de Komidas inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, ni glorifier les noms des héros du mouvement arménophile, de Jean Jaurès à Charles Péguy, d'Anatole France à Pierre Quillard, en passant par Georges Clemenceau au San Francis de Pressensé, dans le centre culturel Peul-et-Loire de Stepanakert. Et l'humanité désapprendra très vite que se prospérait sur ces terres une civilisation chrétienne qui y avait bâti une démocratie, comme elle ignore tout de son existence multimillénaire dans les territoires situés aujourd'hui au Nakhitchevan, devenu azerbaïdjanais en même temps que le Haut-Karabakh, par la grâce de Staline, où ils sont passés de 55 à 0% de la population. Et ce, sans parler ce soir de la Turquie, qui en même temps qu'elle s'acharne contre les Kurdes et poursuit son occupation de Chypre, s'évertue depuis 100 ans à effacer toute trace de la présence culturelle des Arméniens, après avoir procédé à leur suppression physique en 1915. 1,5 million d'Arméniens exterminés durant le génocide, auxquels s'ajoutent 600 000 Grecs et Assyro-Chaldéens assassinés aussi, en toute impunité. Un bel exemple gagnant pour l'armée azerbaïdjanaise, qui a réussi l'exploit guerrier de démolir le 26 février la statue de Charles Aznavour à Stepanakert, dans un geste également anti-français qui en dit long, avant de raser le 4 mars le bâtiment du Parlement d'Artsakh, symbole de la démocratie en cette région submergée par le totalitarisme. Mais rien de grave. Le régime d'Aliyev a appris de l'exemple turc que le crime était payant, et il pourra parader sous les spotlights lors de la COP 29, événement mondial prestigieux qui démarrera à Bakou le 11 novembre 2024. Nous en sommes donc à nouveau là, après un drame, et déjà à l'annonce d'un autre, comme depuis 130 ans. La prochaine étape, le sud convoité du pays, verrou stratégique qui fait obstacle à la continuité territoriale pan-turque, et bloque matériellement le grand retour de l'Empire ottoman rénové de la Méditerranée jusqu'à la muraille de Chine, selon l'expression de l'ancien président turc Süleyman Demirel. Face à ces vents violents et en tension avec la Russie depuis la révolution de velours de 2018, l'Arménie a décidé de s'ouvrir sur l'Occident pour garantir sa sécurité. Une stratégie en cohérence avec son nouveau paradigme démocratique qui l'a conduit à renouer avec son tropisme culturel pro-européen, forgé en profondeur par ses siècles de présence au bord de la Méditerranée, avant qu'elle n'en soit effacée. Une période historique multiséculaire dont la mémoire a survécu à 80 ans de chape de plomb soviétique. Au cœur de ce tournant, mes chers amis, toute la problématique stratégique tourne aujourd'hui autour de la question de savoir si le soleil se lèvera à l'ouest pour l'Arménie ou si l'Occident fantasmé ratera son rendez-vous avec l'histoire. On rencontre sa destinée souvent par les chemins que l'on prend pour l'éviter, écrivait Jean de La Fontaine. Des vers qui invitent à la méditation
à l'heure où, avec le recul des démocraties, sauf justement en Arménie, l'alignement des planètes n'a rien de rassurant. Et pourtant, nous sommes là. Et pourtant, l'Arménie envisage de poser sa candidature à l'Union européenne, tandis que parallèlement, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe décidait le 24 janvier d'exclure l'Azerbaïdjan de son hémicycle. Et pourtant, dans la foulée de cette fierté grandiose que fut pour les Français d'origine arménienne la panthéonisation de Missak Manouchian, merci, Monsieur le Président de la République. Un avion cargo a pour la première fois dans l'histoire transporté un ministre de la Défense français en Arménie pour y livrer un premier convoi de matériel militaire sous son commandement. Merci, Monsieur Le Cornu. Et pourtant, notre très chère maire de Paris, Anne Hidalgo, a trouvé le temps, la force et la volonté de tenter de franchir le corridor de Latchine le 31 août dernier, à la tête d'un attelage politique pluriel, mais mu par une même arménophilie, où l'on retrouvait Xavier Bertrand, ici présent, Bruno Retailleau, ici présent, Jeanne Barsekian, Michel Rubirola, Patrick Caram, ici présent, qui ont succédé sur les mêmes lieux à Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez et François-Xavier Bellamy, ici présent. Merci à tous nos soutiens. Mesdames et messieurs, intellectuels, présidents d'associations, élus, journalistes, militants, que je ne peux tous ici nommer par votre action, vous incarnez la dynamique de ce nouveau paradigme qui répond non seulement aux besoins de France de l'Arménie, évident, mais qui exprime aussi, je crois, le besoin d'Arménie pour la France. En termes de valeurs, parce que l'arme arménienne est chevillée au cœur de la République, parce que les plus grands noms de la patrie des droits de l'homme ont été historiquement attachés à sa défense. Besoin d'Arménie de la France, parce que la quête de liberté de ce peuple monde de longue durée, qui a traversé, comme les Juifs, le temps et l'espace, incarne et fait rayonner sur toute la planète ses valeurs. Parce que oui, la devise française pourrait être sans aucun problème celle de l'Arménie, ce qui est loin d'être vrai pour tous ses voisins. Besoin français aussi de l'Arménie en matière stratégique, parce que si la République perd des marges en Afrique, elle en gagne dans la diplomatie de relais en Arménie, comme en Géorgie ou au Liban. Qu'en tant que territoire de transit nord-sud et est-ouest, le passage par l'Arménie constitue la route la plus courte entre l'Europe et l'Indo-Pacifique, et que son partenariat militaro-politique avec l'Inde entre en résonance avec les intérêts stratégiques de la France, comme l'a symbolisé la présence du Premier ministre indien Narendra Modi au dernier défilé du 14 juillet. Alors, pour paraphraser la célèbre formule d'un grand écrivain américain, ils en ont aussi, même si les choses sont sans espoir, il faut faire l'impossible pour les changer. Ces derniers défis de l'Arménie, il est existentiel. Essayons d'en être dignes, essayons d'en être à la hauteur. Je vous remercie. Répondant au coprésident Mourad Papazian a fait le choix, lui, de s'adresser directement au Premier ministre Gabriel Attal pour dresser le bilan de ce qui a été accompli, mais aussi ne pas oublier ce qui reste à faire. Chers amis, je ne sais pas si le protocole me permet de faire une impasse sur les salutations, puisqu'elles ont été largement effectuées. On a oublié Guillaume Casparian, que je veux saluer parce qu'il est là. On a oublié les pasteurs Léonian, Michaëlian, qui sont là également. On a oublié, je crois, Claire Hédon, la défenseur des droits, qui est là aussi à nos côtés. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce dîner du CCF est le premier depuis l'épuration ethnique de l'Artsakh. C'était à l'automne 2023. 100 000 Arméniens, hommes, femmes et enfants,
qui ne voulait que vivre, comme le chantait Charles Aznavour, évoquant le génocide de 1915. Ces images du génocide de 1915, les Arméniens les ont vécues sous les régimes azerbaïdjanais en 1988 à Sumgait et jusqu'en 1992 avec les pogroms de Kiroabad, de Chouchi et de Bakou. De niveau, les images des Arméniens encore massacrés étaient insupportables. Et encore, du début du XXe siècle à la fin du XXe siècle, les Arméniens ont été massacrés, encore et encore. Et il y a eu la guerre de 2020. C'était la guerre des 44 jours. C'était le XXIe siècle. Nous nous disions que ces histoires étaient du passé. En fait, la guerre des 44 jours a été un cauchemar. C'était l'horreur. C'était l'insupportable agression militaire des forces du panturquisme. L'Azerbaïdjan, la Turquie, les djihadistes, armés de drones assassins, de bombes au phosphore blanc, d'armes à munitions. Le monde entier a laissé faire. C'était pour le peuple arménien une preuve de plus que l'alliance turco-azerbaïdjanaise avait le droit de faire la guerre, de massacrer 5000 jeunes Arméniens impunément, sans que le monde bouge. Mais ça n'était pas terminé, puisque le 12 décembre 2022, l'Azerbaïdjan organisait un blocus des Arméniens d'Artsakh. Ce blocus a duré 9 mois. La seule route qui permettait le réapprovisionnement du pays était fermée, bloquée, sous le contrôle des forces azerbaïdjanaises. Pendant cette période de blocus criminel, la Cour internationale de justice a condamné l'Azerbaïdjan pour ce que Luis Moreno Ocampo, le premier procureur de la Cour pénale internationale, considérait comme un acte constitutif de crime de génocide. Puis le Conseil de sécurité de l'ONU a été réuni à plusieurs reprises à l'initiative de la France. Et à chaque fois, le blocus a été condamné. À chaque fois, condamné. Mais jamais de décision d'intervention pour stopper cette folie meurtrière. Mais cela n'était pas terminé. L'Azerbaïdjan, constatant l'inertie du monde face aux agressions à l'encontre du peuple arménien, a poussé le crime le plus loin possible en entamant une guerre éclair en septembre contre les Arméniens d'Artsakh, en semant la terreur au sein d'une population qui se souvenait que le dictateur Aliyev, président de l'Azerbaïdjan, avait déclaré qu'il chasserait les Arméniens comme des chiens. Il l'a fait. Plus de 100 000 Arméniens terrorisés ont été victimes d'une épuration ethnique en 2023. Mais jusqu'où ira cette escalade du crime contre l'humanité? Jusqu'où l'Azerbaïdjan ira sans que le monde bouge? À ce stade de la soirée, chers amis, pardonnez-moi, mais je pense que nous nous demandons tous ensemble pourquoi 2 poids, 2 mesures? Pour quelle raison ce qui est possible pour les Ukrainiens ne l'est pas pour les Arméniens? Quel message le monde lance-t-il à l'Azerbaïdjan? Pour quelle raison la petite Arménie démocratique ne bénéficie-t-elle pas de la protection internationale face à la dictature azerbaïdjanaise? Nous le savons, la France est très clairement mobilisée en faveur de l'Arménie. Le lendemain de l'épuration ethnique, la ministre des Affaires étrangères de l'époque, Madame Colonna, a condamné l'offensive de l'Azerbaïdjan
et exprimer le droit des Arméniens de l'Artsakh à y retourner pour vivre en paix et en sécurité. Et nous savons que l'actuel ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui est venu nous saluer ce soir et que nous saluons chaleureusement, est sur la même ligne. Nous avons apprécié que le ministre des Affaires étrangères a, dans son discours d'investiture, remercié la ministre sortante de son soutien à l'Arménie. Il est loin le temps, pardonnez-moi, durant la guerre des 44 jours, où Jean-Yves Le Drian avait souligné la neutralité de la France, contredisant les propos de son président de la République qui, 3 jours après l'agression de l'Azerbaïdjan, avait condamné Bakou et montré du doigt la Turquie et les djihadistes. Nous enregistrons avec satisfaction la coopération militaire entre la France et l'Arménie. Nous avons eu des échanges avec Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui lui aussi est venu nous saluer ce soir et nous témoigner de son amitié. Nous sommes également témoins de l'engagement du président de la République, Emmanuel Macron, en faveur de la sécurité de l'Arménie, de son développement, mais également en faveur de l'Artsakh. Alors, depuis 7 ans, nous avons travaillé avec le président de la République et ses équipes. Et vous le savez, vous qui êtes là depuis de longues années à ce dîner du CCAF, les échanges ont été francs des deux côtés, parfois en public, ici même dans cette salle. Nous avons défendu avec détermination l'Arménie, l'Artsakh, la cause arménienne. Nous avons pu avoir des différends, mais aujourd'hui, nous pouvons constater une chose. La France est le seul État en Europe à pousser aussi loin son engagement à notre faveur. Et lorsque l'on connaît votre attachement, Monsieur le Premier ministre, cher Gabriel Attal, à l'Arménie et aux combats qui sont les nôtres en faveur de l'Artsakh, de ses habitants, aujourd'hui déracinés et privés de la possibilité de retourner vivre dans leur village et leur maison en sécurité. Et merci au témoignage de Sylvain Tesson et de Jean-Christophe Buisson. Lorsque nous connaissons votre engagement concernant la reconnaissance internationale du génocide des Arméniens et le négationnisme d'État exercé par la Turquie, lorsque nous connaissons votre position sur la question des otages détenus illégalement par l'Azerbaïdjan, alors nous nous disons que la France peut aller encore plus loin sur la coopération militaire pour permettre à l'Arménie de se défendre et prévenir l'Azerbaïdjan que l'Arménie désormais n'est pas seule. Encore plus loin sur la question du retour des Arméniens d'Artsakh en toute sécurité dans un cadre juridique qui ne peut pas être celui des frontières de l'Azerbaïdjan. Encore plus loin sur la question de la sécurité des otages. Oui, la France a agi avec succès il y a quelques mois pour la libération de quelques otages, mais aujourd'hui il en reste encore 8, et dont les 8 anciens dirigeants. Merci à David Vartanian d'être présent ce soir, d'avoir accepté notre invitation. Il est le fils de Rouben Vartanian, milliardaire, et qui est allé à un moment donné au Karabakh s'installer sur place, avec tous les risques qu'on connaît, laissant ses enfants, sa famille en sécurité, mais lui, il est allé s'engager sur place. Et nous savons que la famille Vartanian travaille aujourd'hui pour la libération de tous les otages. De tous les otages. Merci. À partir de ce soir, la libération des otages arméniens des prisons azerbaïdjanaises doit être une priorité pour nous tous. Nous ne pouvons pas imaginer qu'ils croupissent dans les prisons de Bakou. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons de mobiliser la communauté internationale.
l'Union européenne, les États qui coopèrent avec l'Azerbaïdjan pour obtenir la libération des otages, dont nous nous demandons de quelle manière ils subissent leur incarcération. Je n'ose pas imaginer ce qu'ils vivent depuis 6 mois. Encore plus loin aussi, Monsieur le Premier ministre, sur la question des sanctions contre l'Azerbaïdjan. Il faut saisir les biens de la famille Aliyev en France. Il faut expulser l'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France qui se pavane sur les plateaux de télévision pour diffuser la propagande criminelle de Bakou. Il est temps de créer un nouveau rapport de force avec le dictateur Aliyev, encore plus loin sur la question du démantèlement des réseaux d'Erdogan en France dont la nature antirépublicaine est avérée. Encore plus loin sur la question de la sanction des négationnistes du génocide arménien. Avec vous, Monsieur le Premier ministre Gabriel Attal, c'est possible. Avec votre gouvernement, avec votre majorité, mais aussi avec l'ensemble des composantes qui sont unanimes sur les questions que je viens de citer. C'est la chance d'avoir en France une France unie à l'Assemblée nationale et au Sénat sur ces questions. Je veux moi aussi saluer, après Ada Toragnan, les femmes et les hommes de courage à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, dans la majorité, dans l'opposition. Sylvain Maillard, Anne-Laurence Pétel, Sarah Tanzili, Astrid Panosyan-Bouvet, Didier Parakian, Jean-Pierre Cubertafon, Sébastien Delogu, Valérie Boyer, Bruno Retailleau, Rémi Ferraud, Olivier Faure, Isabelle Santiago, François-Xavier Bellamy, Nathalie Loiseau. Je voudrais saluer aussi Daniel Casarian, René Rouquet, François Pouponi, François Rochebloine, Henri Djibril, députés qui sont là ce soir et qui ont été particulièrement actifs durant de nombreux mandats. Les maires et les présidents de région qui nous sont très précieux, ils sont ici présents ce soir. La maire de Paris, bien sûr, que nous aimons tant, Anne Hidalgo. Le maire de Marseille, que nous aimons aussi, Benoît Payan. Il n'est pas arménien, mais Benoît Payan. Le maire d'Alfortville, le maire de la capitale de la diaspora arménienne, Luc Carvounas. Le maire de Meudon, Denis Larguero. Le maire d'Issy-Moulineaux, André Santini, qui aurait voulu être présent ce soir, mais qui est représenté par Arthur Kanjian. Je veux citer aussi Xavier Bertrand, président de Haute-France, Gilles Simeoni, président de l'Assemblée de Corse, et bien sûr notre ami Patrick Caram, qui représente ici Valérie Pécresse. Il y a aussi, parce que ça compte, c'est important, Aline Mousserian, qui représente Monsieur Vauquier, le président de la région Rhône-Alpes. Une mention particulière aussi à Monsieur le Président de la République, François Hollande, avec qui nous avons eu de très bonnes relations de travail durant son mandat, mais avant son mandat et après aussi. On le voit, chers amis, cher Gabriel Attal, Monsieur le Premier ministre, on le voit. Jamais l'arc républicain n'a été aussi uni autour de l'Arménie, de l'Artsakh et des Arméniens. C'est assez rare pour le souligner, et c'est une chance, Monsieur le Premier ministre, cher Gabriel Attal, pour faire preuve de courage et d'audace. Et nous savons que vous ne manquez ni de courage, ni d'audace. Alors, pour conclure, nous comptons sur vous, évidemment, pour l'Arménie, pour l'Artsakh, pour les otages arméniens, mais surtout pour l'honneur de notre France que nous aimons, notre France qui nous est chère, notre France qui peut agir, notre France qui doit agir, notre France qui peut être déterminante avec vous, Monsieur le Premier ministre, à la tête de son gouvernement. Vive la France, vive l'Arménie, et pour que revive la Sarthe.
Répondant au coprésident du CCAF, le Premier ministre Gabriel Attal a été particulièrement convaincant, maniant dès le début de son intervention le sérieux et l'humour avec une délicatesse qu'on lui connaît, mais aussi la fermeté dans ses prises de position contre la Russie et contre l'Azerbaïdjan. Bonsoir à tous. Je veux commencer par, comme l'a fait Mourad Papazian, remercier Franz-Olivier Gisbert d'avoir fait l'ensemble des salutations, ce qui nous évite, à nous qui le suivons, de le faire, tant les personnalités politiques, culturelles, artistiques, économiques, diplomatiques qui sont ici ce soir sont nombreuses. Je veux ensuite dire à Franz-Olivier Gisbert que mon rendez-vous important ce soir, c'est ici. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. Et je vais vous le dire, le président de la République, que je rejoindrai dans quelques instants, valide à 100% mes propos. Il n'y a pas de meilleur mot d'excuse pour un retard que celui signé par Mourad Papazian et Arat Oranian pour le président de la République. Je veux dire que c'est avec une très grande émotion que je m'exprime devant vous ce soir. Émotion évidemment au regard de la situation dramatique que vivent aujourd'hui les Arméniennes et les Arméniens, j'y reviendrai dans un instant. Émotion aussi puisque cela fait 7 ans que je viens chaque année au dîner du CCAF. J'y suis venu dans différentes fonctions, quasiment une fonction différente chaque année d'ailleurs. Mais c'est la première fois qu'il m'est donné l'opportunité de m'exprimer devant vous. Et donc, dans les raisons qui font que je suis heureux que le président de la République m'ait proposé de me nommer Premier ministre, il y a le fait que ça me donne enfin la possibilité de prendre la parole au dîner du CCAF. C'est l'occasion pour moi de dire, après ces 7 années d'échanges, de rencontres, de visites en Arménie aussi, ce que je ressens très profondément de la relation entre la France et l'Arménie et de l'Arménie. Parler de l'Arménie, parler du peuple arménien, c'est évidemment évoquer l'histoire d'une souffrance, l'histoire d'une résistance, l'histoire, je le sais et j'en suis sûr, et nous les écrirons avec vous, l'histoire de lendemains heureux. La souffrance, celle d'un peuple martyr que l'on a cessé de vouloir anéantir. La souffrance d'un peuple qui a subi le joug de l'oppression, connu la douleur de la persécution, affronté la menace de l'éradication. La souffrance d'une terre de plateaux et de montagnes qui a tremblé jusqu'à la dévastation. La souffrance d'une nation à qui l'histoire semble refuser la paix et qui doit lutter encore et toujours pour sa pleine souveraineté. Oui, l'histoire des Arméniens est celle d'un chapelet de larmes. Les larmes de ces mères qui ont vu leurs enfants enlevés et tués, les larmes de ces maris qui ont vu leurs épouses violées, torturées, les larmes de ces enfants qui ont vu leur famille décimée et qui, arrachés à leur jeunesse, ont dû fuir leur ville et leur village. Mais si les larmes ont coulé tant et tant sur cette terre d'Arménie, jamais le peuple arménien n'a cédé. Jamais le peuple arménien n'a renoncé. Jamais le peuple arménien ne s'est soumis. Toujours, il a su se relever, se reconstruire. Toujours, il a vécu debout. Toujours dans les montagnes du Caucase, comme partout où la diaspora arménienne fait vivre l'âme et la liberté de son peuple. Nous le savons bien, nous, Français, pour qui l'Arménie a une place si singulière. Le lien entre nos deux peuples est l'un des plus forts qui soit. Ce lien est très ancien, il remonte loin, et l'on trouve au XIVe siècle déjà la trace de l'amitié quand Charles VI offre en France le refuge à Léon de Lusignan, dernier roi d'Arménie cilicienne. Une histoire qui s'accélère à la fin du XIXe siècle, alors que les massacres se multiplient, sauvages et destructeurs, comme les prémices funestes du génocide à venir. La France est solidaire des peuples qui souffrent. Alors, à travers notre pays, souffle le vent de la solidarité. Clémenceau, le radical, Cochin, le chrétien, Jaurès, le socialiste, font tonner leur voix pour dénoncer le drame qui se joue. Le soutien à l'Arménie ne connaît déjà pas les clivages politiques. Car le seul clivage qui vaille alors et qui doit valoir encore aujourd'hui, c'est celui de la justice et celui de l'humanité. Penseurs, écrivains, députés se mobilisent, interpellent, s'insurgent contre le massacre d'un peuple. Dans les colonnes de Pro-Arménia, puis de la Voix de l'Arménie, les intellectuels se succèdent, dénoncent, appellent à l'action. Je vous le dis,
c'est bien dans ces colonnes que vibraient nos valeurs et l'âme de la France. C'est bien là que se trouvait notre honneur et notre devoir. Car déjà, l'on pressent qu'il ne s'agit pas seulement d'asservir l'Arménie, mais bien de tuer jusqu'au dernier des Arméniens. 1915, la violence et la haine sont débridées, la machine infernale est lancée, le génocide frappe. Pendant de longs mois, le peuple arménien vit un supplice. Combien de morts, combien de vies brisées, combien de déplacés, combien de martyrs. Les mots de crime contre l'humanité voient le jour face au drame qui se noue. Mais le tumulte d'une guerre mondiale empêche des réactions à la hauteur de cette tragédie. Max Jacob, en 1916, commencera même son poème « Les Alliés sont en Arménie » en écrivant « Le monde entier, le dos tourné, plante des choux ». Mais je vous le dis, la France ne tourne pas et ne tournera jamais le dos à son histoire. La France ne tourne pas et ne tournera jamais le dos à la vérité. Elle regarde le passé en face, reconnaît le supplice d'un peuple et la réalité d'un génocide. Elle l'a reconnu par ce geste d'héroïsme de l'amiral d'Artige Dufournet, qui sauva 4000 Arméniens qui résistaient héroïquement sur le mont Moïse. Elle l'a reconnu en accueillant les réfugiés arméniens qui arrivaient souvent par le port de Marseille, fuyant la mort, laissant derrière eux leurs souvenirs et leur vie, laissant derrière eux leur patrie. Elle l'a reconnu en 2001, en inscrivant enfin la reconnaissance du génocide arménien dans la loi. Elle l'a reconnu avec force et détermination par la voix du président de la République qui, enfin, a fait du 24 avril la journée nationale de commémoration du génocide arménien. Du président de la République qui s'est rendu en Arménie, j'avais eu la chance de l'y accompagner comme député, qui a rappelé les liens inébranlables qui unissent nos deux pays, qui s'est engagé pour que toujours soit perpétuée la mémoire du génocide, qui a décidé de porter plus haut, plus fort, plus loin la coopération entre nos deux nations. Le président de la République, enfin, et c'était une journée d'une extraordinaire émotion, qui a décidé il y a quelques semaines et qui a fait entrer il y a quelques semaines Missak et Méliné Manouchian au Panthéon. Ce geste c'est la reconnaissance de la République tout entière envers un homme, envers un groupe de résistants, envers toutes celles et tous ceux qui ont combattu pour la liberté. Mais par cette décision, c'est aussi un peu de l'Arménie qui est entrée au Panthéon, un peu de la gratitude de la France envers le peuple arménien. Car nos histoires sont intimement liées, car les Français arméniens ont fait battre et font toujours battre le cœur de la France. Car, et je reprends vos mots, Monsieur le Président Toranian, l'âme arménienne est chevillée au cœur de la République. Avec Missak Manouchian, avec Arpen Tavitian, avec Arsène Chakarian et tous ceux des FTP-MOI, de nombreux Arméniens ont résisté pour la France. Ils l'ont aimé pour son idéal. Ils l'ont aimé parfois plus que la France ne leur avait donné. Ils l'ont aimé jusqu'à risquer leur vie, voire à tomber pour elle. Les Français d'Arménie ont réinventé notre culture, notre cinéma, au détour d'un film d'Henri Verneuil, d'une réplique d'Alice Sapritch, d'un éclat de rire devant une comédie de Francis Weber. Ils ont fait vibrer nos concitoyens au rythme des passes de Youri Djorkaeff, des virages serrés d'Alain Prost. Ils ont fait résonner des mélodies nouvelles avec les notes de Michel Legrand. Et avec Charles Aznavour, les Français d'Arménie sont entrés dans le patrimoine de notre pays. Les chansons de Charles Aznavour sont universelles. Elles incarnent tout à la fois la blessure du passé et la confiance dans l'avenir. Elles ont marqué des générations entières et elles traversent le temps. Elles restent parce qu'elles sonnent justes, parce qu'elles savent, par les notes, par les mots, sonder les cœurs et toucher les âmes. Charles Aznavour a été, sa vie durant, un ambassadeur extraordinaire pour l'Arménie, pour faire entrer l'histoire de son peuple, pour faire entendre l'histoire de son peuple, pour la reconnaissance internationale du génocide. Et oui, cher Mourad, cela reste un combat, pour que l'Arménie relève la tête face au tremblement de terre qui l'avait si durement ébranlé. Son héritage demeure. Et je le dis, nous célébrerons comme il se doit, notamment à l'occasion, cette année, du centenaire de sa naissance. Un grand concert sera organisé en son honneur à Yerevan. Dans tous les domaines, dans le journalisme, dans le monde associatif, dans l'administration, dans les milieux économiques, en politique, et j'adresse également évidemment un salut amical à mon ami Guillaume Kasbarian au gouvernement, les Français issus de la diaspora arménienne se sont engagés pleinement pour la République, pour notre pays. Ils participent à faire vivre la République au quotidien et je sais chaque jour ce que nous devons aux Français d'Arménie. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, toutes et tous,
Vous êtes les visages de la diversité et de la force des engagements des Français d'Arménie. Je veux remercier aussi le rôle précieux joué par le CCAF pour organiser cette solidarité, pour interpeller, évidemment, pour rappeler les liens qui unissent nos pays aussi. Cher Arat Oranian, cher Mourad Papazian, grâce à vous, grâce à votre travail, grâce à votre engagement, grâce à celui de toutes vos équipes, le CCAF porte la voix de la diaspora arménienne. C'est utile, c'est nécessaire, c'est important, et je veux le saluer. Mesdames et messieurs, peu après le tremblement de terre de 88, Charles Aznavour avait mobilisé les artistes français autour d'une chanson comme un message d'espoir pour toi, Arménie. Tes printemps fleuriront encore, tes beaux jours renaîtront encore, écrivait-il. Ce message d'espoir, de détermination aussi, je veux aujourd'hui l'affirmer devant vous. Vous connaissez, et vous l'avez rappelé, mon engagement pour l'Arménie. J'y tiens, je l'ai chevillé au corps. Il vient de loin. Il s'est évidemment ancré à travers mes discussions, mes échanges avec les Français arméniens, notamment sur mon territoire, dans ma circonscription à ici, les Moulineaux. Mais il vient, je crois, de plus loin encore. Il trouve ses racines, évidemment, dans cette conscience du poids de l'histoire, de cette dette de toute l'Europe envers les Arméniens. Il vient, je crois aussi, et j'ai pu le mesurer à chacune de mes rencontres avec les Arméniennes et les Arméniens, de ressorts très personnels. Je suis le fils d'un père juif et d'une mère chrétienne orthodoxe, russe orthodoxe, on dit. Et je retrouve chez les Arméniens le poids du trauma génocidaire, que j'ai connu évidemment au contact de mon père. Je retrouve toujours dans les cérémonies arméniennes, les moments cultuels arméniens, une ambiance, une résonance, des odeurs, une force que je trouvais avec ma mère à l'église russe rue d'Aru à Paris. Et je le dis, je suis très fier d'avoir porté et de porter encore, comme élu, comme ministre aujourd'hui, et je le porterai comme Premier ministre, la nécessaire et pleine souveraineté de l'Arménie, d'affirmer haut et fort, une fois encore devant vous, mon soutien plein et entier aux Arméniennes et aux Arméniens. Vous l'avez dit, messieurs les présidents, au moment où nous nous retrouvons, une fois de plus, l'Arménie est à nouveau meurtrie. Les Arméniens sont à nouveau confrontés à l'épreuve et à la douleur. Une fois de plus, des Arméniens ont été contraints de fuir leurs terres et leurs foyers. Ce sont près de 100 000 femmes et hommes qui ont connu l'exode à la suite de l'intervention militaire lancée par l'Azerbaïdjan le 19 septembre 2023 dans le Haut-Karabakh, après 9 mois de blocage du corridor de Latchine. Vous le savez, et vous l'avez rappelé, la France a condamné avec la plus grande fermeté le choix fait par l'Azerbaïdjan de recourir à la force, en violation de tous les principes, alors même que les voies de la négociation étaient ouvertes. Vous le savez, les Françaises et les Français ont été marqués, indignés, choqués par ces images. Face à cette situation, et vous l'avez rappelé, la France a assumé ses responsabilités. Sur le plan du droit international, d'abord, en convoquant en urgence, le 21 septembre, une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, en appelant à ce que le Conseil soutienne une solution permettant aux Arméniens du Haut-Karabakh de continuer à y vivre dans le respect de leurs droits. Et si ce scénario a été entravé, c'est aussi du fait de l'attitude, je le dis ici, je le dis clairement, je le dis en sachant que son ambassadeur est présent ici ce soir, en raison de l'attitude complaisante de la Russie, qui n'a pas condamné le recours à la force et l'a en réalité cautionné. Et je le dis extrêmement clairement, et je l'assume ici, qu'ont fait les forces russes dites de maintien de la paix, de 2000 hommes déployés au Haut-Karabakh? Elles ont laissé l'Azerbaïdjan bloquer la circulation le long du corridor de Latchine, sans aucune réaction, acceptant que les accords de cessez-le-feu soient remis en cause unilatéralement. Et alors même qu'elles bénéficiaient d'un monopole d'action sur le corridor de Latchine, elles ont préféré monnayer leurs services pour le passage de cargos et de personnes, exploitant ainsi la situation dramatique des populations civiles du Haut-Karabakh. Je le dis, je l'assume, ces forces russes prétendument de maintien de la paix ont laissé s'installer la crise humanitaire. Et soyons clairs, il y a lieu de se demander si, au fond, la Russie ne voulait pas punir l'Arménie. La punir pour son aspiration à la paix, pour son aspiration à sa pleine souveraineté, des principes que la Russie bafoue en Ukraine. Punir l'Arménie parce qu'elle a choisi la voie de la justice, en rejoignant la Cour pénale internationale. Punir l'Arménie tout simplement parce qu'elle choisit la démocratie
et l'état de droit. Nous, le droit, nous voulons qu'il soit respecté. Nous, la démocratie, nous voulons qu'elle soit défendue. Nous, les civils, nous voulons qu'ils soient protégés. Dans une ordonnance du 17 novembre 2023, la Cour internationale de justice a dit le droit. Et elle a rappelé à la République de l'Azerbaïdjan, elle l'a appelé à veiller à ce que toute personne qui aurait quitté le Haut-Karabakh après le 19 septembre 2023 et qui souhaiterait y retourner soit en mesure de le faire en toute sécurité, librement et rapidement. Les mots sont très clairs, le message est très clair. Les Arméniens doivent pouvoir retrouver leur foyer en paix. Alors l'enjeu aujourd'hui, c'est que l'Azerbaïdjan se plie à ce jugement, qu'elle crée les conditions permettant à ceux qui le souhaiteraient de revenir. Pour y parvenir, la France est mobilisée, mais notre engagement est bien plus vaste. Nous sommes en première ligne pour apporter une assistance aux Arméniens du Haut-Karabakh qui ont trouvé refuge en Arménie. Une assistance totale qui s'élève à près de 30 millions d'euros en 2023, plaçant la France au premier rang des bailleurs humanitaires. Nous l'avons triplé dès le lendemain de l'offensive en septembre. C'était nécessaire et c'est une fierté. Je voudrais également saluer ici l'action et la mobilisation de la société civile française, des collectivités territoriales. Dans tous les pans de la société, la solidarité avec le peuple arménien s'exprime et se fait entendre. C'est une démonstration supplémentaire des liens qui nous unissent et nous uniront toujours, Français et Arméniens. Mesdames et messieurs, ces mesures d'urgence sont nécessaires et nous allons continuer. Vous l'avez souligné, Monsieur le Président Papazian, l'engagement dans les mots comme dans les actes de notre pays et du gouvernement est là. Et je vous le dis, pour répondre à votre interpellation, et ce sera le mot d'ordre de mon gouvernement, la France ne s'arrêtera pas là. L'enjeu aujourd'hui, c'est bien d'aider l'Arménie à défendre son indépendance, sa démocratie, son territoire, en un mot, sa pleine souveraineté. L'enjeu aujourd'hui, c'est de préserver l'intégrité territoriale de l'Arménie. Le président Aliyev lui-même a reconnu que les forces azerbaïdjanaises avaient avancé en plusieurs points du territoire arménien, notamment dans le secteur de Djermouk. Ce sont des faits tangibles. Ce n'est faire insulte à personne que de les rappeler. Nous ne devons jamais avoir peur de dire la réalité des faits. Donc je le dis clairement, l'Azerbaïdjan doit retirer ses forces des positions occupées sur le territoire souverain de l'Arménie. Et je le dis avec d'autant plus de gravité que, évidemment, la Russie ne peut plus aujourd'hui, et pour des raisons évidentes, jouer le rôle de garant du respect des frontières. La France ne relâchera pas ses efforts en faveur d'une paix juste et durable entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Notre conviction est inchangée. Une telle paix n'est possible que dans le respect du droit international, de la pleine souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'inviolabilité des frontières des deux États. Alors, je le répète clairement, les forces azerbaïdjanaises doivent quitter l'Arménie. C'est dit, c'est redit si ça n'était pas suffisamment clair. Dans ce combat pour la paix, la justice et la souveraineté, je veux dire ma profonde admiration pour l'Arménie et pour les Arméniens. Pour des Arméniens qui ne perdent pas espoir, qui ne perdent pas foi dans l'avenir, foi dans leur pays. Leur esprit de résistance, leur volonté d'indépendance, leur aspiration à la paix forcent notre admiration. J'ai pu en faire part au Premier ministre Pachinian lors de sa visite officielle en France le mois dernier. Il s'agissait de l'un de mes tout premiers entretiens diplomatiques en tant que Premier ministre, et je suis fier d'avoir pu le tenir avec mon homologue arménien. Ensemble, nous avons échangé sur la situation sur place et sur la manière dont la France peut œuvrer toujours plus au retour de la paix. Cette volonté de paix, c'est également l'engagement qu'a pris le président de la République à l'occasion de cette visite officielle. Mesdames et messieurs, vous le savez, le soutien de la France va bien au-delà du soutien diplomatique. Alors que l'Arménie a plus que jamais besoin de notre appui, nous répondons présents, et ce, dans tous les domaines. La mission d'observation de l'Union européenne, dont la mise en place avait été décidée à Prague, a d'ores et déjà été renforcée. Son action est essentielle pour contribuer à la stabilité, à la formation impartiale de la communauté internationale, à surveiller les conditions de vie des populations vulnérables des zones de contact militaire. La France a aussi été à l'initiative d'un plan européen de soutien à l'Arménie, à son indépendance, à sa résilience. Les choses avancent dans la bonne direction et nous sommes déterminés à ce que ce plan aboutisse. L'Union européenne et l'Arménie ont décidé d'établir un nouvel agenda de partenariat que nous voulons le plus ambitieux et le plus concret possible. Autour du président de la République, avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, vous pouvez compter sur la France pour continuer à faire bouger les lignes.
Par ailleurs, l'engagement de la France se traduit aussi par un renforcement sans précédent de notre relation bilatérale dans les secteurs les plus stratégiques. Un engagement concret à la hauteur du lien et de l'amitié entre nos deux nations. Dans le domaine de la défense, notre relation s'est considérablement approfondie ces dernières années. Une mission de défense a été créée à l'ambassade de France à Erevan en janvier 2023. Nous avons renforcé notre soutien militaire en nous engageant à fournir des armements à l'Arménie pour lui permettre de se défendre. Le ministre des Armées, vous l'avez rappelé, s'est rendu le mois dernier en Arménie. Je sais que certains d'entre vous l'accompagnaient pour cette visite, pour accélérer encore et porter notre partenariat de défense à un niveau sans précédent. Vous pouvez compter sur ma vigilance et ma détermination à ce que les engagements qui ont été pris soient traduits dans les faits et à ce que de nouveaux engagements pour approfondir encore ce partenariat puissent être pris. Ce partenariat s'incarne déjà par la formation de militaires arméniens en France et en Arménie, par la signature d'un accord de coopération entre Saint-Cyr et l'Académie militaire arménienne. Un partenariat qui passe par des échanges et de l'accompagnement, avec le déploiement de conseillers militaires français pour aider l'Arménie à moderniser son modèle d'armée. Un partenariat aussi pour soutenir les capacités de l'armée arménienne, avec la livraison d'équipements, la signature de contrats de défense. Surtout, un partenariat qui n'a pas vocation à répondre seulement à l'urgence, mais qui doit bel et bien s'inscrire dans la durée. J'en prends ici à nouveau l'engagement. En matière civile, nous continuerons à appuyer le développement d'infrastructures stratégiques pour que l'Arménie puisse poursuivre son développement, qu'il s'agisse des transports, de l'énergie et de l'eau. J'ai évoqué très directement ces axes de coopération de façon très concrète avec le Premier ministre arménien le 22 février. Nous avons décidé la mise en place d'un groupe de travail qui nous sera directement rattaché au niveau des premiers ministres pour instruire et faire avancer les différents projets d'avenir avec l'appui de nos entreprises. États, collectivités, entreprises, ONG, associations de la société civile franco-arménienne, nous aurons besoin de conjuguer toutes les énergies pour continuer à avancer. C'était l'objectif de l'initiative Ambition France-Arménie, créée il y a 2 ans pour fédérer tous les acteurs, et je sais que beaucoup d'entre vous y avaient participé afin de contribuer à nourrir la relation économique, culturelle et scientifique. C'était une très belle manifestation, j'imagine que celles et ceux qui y étaient s'en souviennent. Nous avons, à cette occasion, eu de très beaux engagements, de très belles avancées. Et nous devons, à l'époque, je le dis, je crois qu'il n'a pas été cité dans les salutations, à l'engagement de Jean-Baptiste Lemoyne, qui est ici ce soir, qui a tant œuvré pour la relation franco-arménienne. Nous étions un certain nombre à avoir constaté ces dernières années, on le déplorait quand on se rencontrait, que cet engagement et cette initiative Ambition France-Arménie avaient un peu perdu de sa force et de son dynamisme. Il n'y avait pas eu de nouvelles rencontres qui s'étaient tenues. J'avais eu l'occasion d'en parler dans le précédent gouvernement au ministre, à la ministre des Affaires étrangères. Maintenant que je suis Premier ministre, je peux moi-même décider de relancer cette initiative Ambition France-Arménie. Ce sera le cas, et je vous dis 2 choses. D'abord, nous allons nommer une personnalité dédiée, chargée de faire vivre cette initiative et les coopérations entre la France et l'Arménie en la matière. Ce sera le cas dans les prochains jours. Et je souhaite qu'un nouvel événement, de la même ampleur que celui qui nous avait réunis en 2022, puisse se tenir très prochainement à Erevan, et nous serons tous présents pour le faire vivre et faire vivre la coopération. Mesdames et messieurs, il y a 30 ans était fondé le comité du 24 avril, ancêtre du CCAF. 30 ans plus tard, votre mobilisation, messieurs les présidents, cher Ara, cher Mourad, la mobilisation de tous les membres du CCAF est plus que jamais d'actualité. Et je le dis, ce qui nous rassemble ce soir et qui continuera à nous rassembler, c'est le combat. Un combat pour nos valeurs, pour une vision partagée des valeurs de la République. Un combat pour la liberté qui dépasse les frontières, pour la liberté de tous les otages et prisonniers politiques. Un combat pour l'histoire, pour qu'elle ne puisse pas trébucher à nouveau, pour contrer le révisionnisme historique, encore utilisé pour justifier les pires abominations. Un combat pour la préservation et la protection au niveau international du patrimoine culturel et cultuel menacé aujourd'hui par les troupes de l'Azerbaïdjan. Un combat pour l'amitié, pour ce lien particulier qui unit et qui unira toujours la France et l'Arménie, un lien encore affirmé par le président de la République avec l'entrée de Missak et Méliné Malouchian au Panthéon, un combat pour la paix qui est notre aspiration commune. Cet espoir, il n'est pas ingénu, cet espoir, il n'est pas vain. Je le disais en démarrant mon intervention, toujours l'Arménie se relève. Jamais le peuple arménien ne tombe, et nous serons toujours à ses côtés pour l'aider, pour l'accompagner. Devant vous, une fois de plus,
j'en prends l'engagement solennel. Vive l'Arménie, vive l'amitié franco-arménienne, vive la République et vive la France. On le voit, la France reste droite dans ses bottes, que ce soit à l'égard de la Russie et de l'Azerbaïdjan. Et si les positions prises par le Premier ministre français ont provoqué un mini incident diplomatique avec l'ambassadeur de Russie, qui a choisi de quitter la salle, on n'a encore aucune réaction de Bakou, qui, on le sait, refuse désormais de discuter avec Paris et qui fomente même des manipulations contre la France, comme par exemple en Nouvelle-Calédonie. Des manipulations que la maire de Paris connaît bien, elle qui a été placée sur la liste noire de l'Azerbaïdjan après avoir rencontré les autorités d'Arsar. Je vous propose maintenant d'écouter son intervention. Très cher coprésident, cher Ara, cher Mourad, cher Asmik et très chers amis de l'Arménie, nous nous retrouvons ici parce que cette cause nous réunit, et si cette cause nous réunit, c'est que nous sommes toutes et tous attachés aux valeurs que porte ce peuple d'Arménie et qui sont en résonance avec les valeurs de notre République. En remettant le 13 décembre 2023 la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris à l'ensemble du peuple d'Artsakh, représenté ce jour-là par notre très cher Ovanes Gevorkian. Cher Ovanes, en tenant aussi une conférence de presse à l'hôtel de ville le 10 novembre dernier sur le sort des prisonniers, j'ai cité les noms que vous venez de citer de ceux qui sont encore derrière les barreaux d'une prison pour avoir occupé démocratiquement des fonctions officielles en Artsakh. Parmi eux, votre père, cher David Vardanyan, vous qui venez de recevoir ce prix des mains des coprésidents. Son nom, le nom de votre père et le nom de tous les autres détenus que vous avez cités ce soir ont résonné à la mairie de Paris, ont résonné dans ce haut lieu de la République qu'est la mairie de Paris, capitale de la France. Que tous, civils et militaires, retrouvent immédiatement la liberté car ils n'ont fait que défendre leur patrie face à cette emprise génocidaire dont Carlos Moreno Ocampo, l'ancien procureur de la Cour pénale internationale, a si bien défini la planification. Et il faut le dire et le répéter. Si nous devons encore ce soir évoquer la tragédie du Karabakh, c'est que la communauté internationale n'a pas assez prêté attention à ce qui se jouait dans le Caucase et peut-être depuis le 2 septembre 1991 où l'indépendance a été déclarée à Stepanakert. Loin d'être un fait séparatiste, cette déclaration était une juste réparation d'une injustice criante qui avait été faite aux Arméniens de la région en 1921, lorsque Staline décida d'incorporer l'Artsakh à l'Azerbaïdjan contre toutes les évidences de l'histoire, de la langue et de la culture de ce territoire. Et si je parle d'un fait séparatiste, c'est que, comme vous, je suis choquée lorsque je lis dans notre presse, dans la presse française, que les habitants, les Arméniens de l'Artsakh sont des séparatistes. Je crois qu'il faut mener aussi le combat contre ces mots qui continuent de blesser et de réécrire une histoire qui n'est pas l'histoire de ce peuple qui revendique sa liberté et son droit à l'autodétermination. Je ne cesserai de le dénoncer, et je ne suis pas la seule, fort heureusement. J'y ajouterai aussi des actes, notamment celui de ne pas me rendre à la prochaine conférence mondiale sur le climat, la COP.
la COP 29 prévue à Bakou, oui, ils ont osé, au niveau européen, expliquer que la prochaine COP se fera à Bakou. Vous connaissez mon engagement pour l'environnement, mais je n'irai pas parce que un autre renoncement, une autre lâcheté, qui, comme tous les renoncements et toutes les lâchetés, finissent par se payer au prix fort en générant beaucoup de souffrance et beaucoup de souffrance dans la population. Nous ne pouvons pas être complices et je remercie les élus qui d'ores et déjà, je pense bien sûr à Xavier Bertrand ici présent, ont signé avec moi une tribune appelant à ne pas se rendre à cette COP de Bakou et à en expliquer les raisons. Valérie Pécresse absente cette année, c'est au président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, que revenait cette année la parole au nom des collectivités territoriales soutenant l'Arménie. Xavier Bertrand, qui s'est rendu 2 fois en Arménie au cours de l'année écoulée, rappelons-le. Franz-Olivier Gisbert m'a dit qu'à cette heure-ci de la soirée, il fallait en quelque sorte répondre à certains codes, commencer doucement le discours et ensuite essayer de retenir votre attention. J'ai décidé de ne pas suivre son conseil. Et pour commencer, je voudrais invoquer Sylvain Tesson, ou plutôt citer Sylvain Tesson. Nous sommes dans une année européenne, et Sylvain Tesson, écrivain ou poète, chacun jugera, dit la chose suivante. L'Arménie est une continuation de l'Europe, l'ambassade de nous-mêmes à la lisière turco-caspienne. Nos peuples se reconnaissent, ce qui est plus important que de se connaître. C'est une démocratie, une nation chrétienne, on y boit le vin, les femmes n'y portent pas le voile islamique, on y vit libre, on y parle le français, on y rêve de liberté, on prie sous les églises, on respecte les droits de l'homme. Pour tout cela, nous voyons un miroir dans ces rochers. Il y a des choses du domaine de l'inexplicable et de l'intangible. Là-bas, la lumière à travers les tonnelles est de la même qualité que sur nos rivages. Nous pensions que jamais l'Europe ne laisserait mourir l'Artsakh. En effet, l'Arménie est une continuation de l'Europe. Et pourtant, l'Europe a laissé mourir l'Artsakh. Devons-nous pour autant baisser les bras et définitivement nous taire? La soirée nous montre clairement que non. Car ce combat n'est pas seulement un combat pour l'Arménie et les Arméniens. Ce combat, c'est celui de l'universel, de notre humanité. Et même si nos regards sont aussi tournés vers l'Ukraine ou le Proche-Orient, plus que nulle part ailleurs, notre humanité se joue aussi au Caucase. Jean-Christophe le rappelait tout à l'heure en citant Elie Wiesel, les Arméniens ne craignent pas la mort, mais ils craignent l'oubli. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer inlassablement à mettre la pression au niveau national, la pression au niveau européen, la pression au niveau international à l'ONU. Et pour cela, nous pouvons aussi nous appuyer sur la résolution qui a été votée à la quasi-unanimité du Sénat le 17 janvier 2024, condamnant l'offensive militaire de l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh et demandant la garantie du droit au retour des populations arméniennes au Haut-Karabakh. Nous souhaitons aussi que l'UNESCO dépêche une délégation d'experts internationaux pour contrôler l'état de ce patrimoine multiséculaire, multimillénaire, qui appartient non seulement à la nation arménienne, mais à l'humanité tout entière. Aussi ce soir, cela a été fait, mais je voudrais le redire, nous ne pouvons que manifester notre soutien aux prisonniers politiques actuellement retenus arbitrairement et illégalement dans les geôles de Bakou. Avec une pensée tout particulière pour Ruben Vardanian, dont le fils nous fait ce soir l'honneur de sa présence, mais a eu surtout des mots qui résonnaient en chacun. Et ce n'était pas seulement les mots d'un fils pour son père, mais le mot pour tous ceux qui sont détenus arbitrairement. Merci, monsieur. C'est bel et bien un combat politique qui est mené à Paris, qui doit être aussi mené dans les instances européennes. Et à ce titre, je ne peux que regretter que le Parlement européen n'ait pas voté la semaine dernière l'amendement qui demandait la suspension de l'accord gazier entre l'Europe et l'Azerbaïdjan.
quand on renonce à son indépendance, il est quand même difficile ensuite de porter les droits humains. Chers membres du CCAF, messieurs les coprésidents, vous devez profiter des élections européennes pour demander des engagements clairs et précis à chaque liste, pour savoir qui se battra et comment ils se battront dans les années qui viennent pour la démocratie et pour l'Arménie. Ce combat n'est pas que politique, ce combat est aussi culturel, il est aussi humanitaire. Culturel, ce combat, la région des Hauts-de-France, elle n'est pas la seule, a eu l'honneur d'accueillir dans son hôtel de région l'exposition Portfolio Arménie 2023 de Lydia Kasparian. Et à ce titre, elle est derrière son appareil photo, et à ce titre, permettez-moi, madame, et pour nous tous, d'avoir une pensée toute particulière pour le photographe Roger Kasparian, votre père, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Par ailleurs, la région des Hauts-de-France, et elle n'est pas la seule, va renforcer son partenariat avec la région de Vayots-d'Or, notamment avec une coopération économique et culturelle. Une chose est certaine, l'investissement des collectivités territoriales françaises, la région des Hauts-de-France, beaucoup d'autres régions françaises, beaucoup de villes, beaucoup de départements, Georges, beaucoup de communautés d'agglomération, c'est en quelque sorte un premier rempart face à la menace toujours existante et existentielle que fait peser le régime de Bakou sur l'Arménie avec la complicité de ses terribles alliés turcs. Alors la région des Hauts-de-France votera également un soutien financier à l'association de soutien à l'Artsakh, présidée par Nelly Serkisian, afin de venir en aide aux Arméniens d'Artsakh réfugiés en Arménie, arrachés de la terre de leurs ancêtres, qui mènent le combat de ce peuple qui ne veut pas mourir. Et je le dis pour les membres du gouvernement qui sont toujours présents à ce moment de notre soirée, la France se doit également de soutenir le gouvernement en exil de l'Artsakh, car ce peuple ne veut pas mourir, il a besoin aussi de son gouvernement et de ce gouvernement. Pour conclure, je laisserai la parole à un autre poète en réponse à Sylvain Tesson, avec les vers du poète Ovanes Shiraz. Nous étions en paix comme nos montagnes. Vous êtes venus comme des vents fous. Nous avons fait front comme nos montagnes. Vous avez hurlé comme les vents fous. Éternels nous sommes comme nos montagnes, et vous passerez comme des vents fous. Une chose est certaine, nous n'avons toutes et tous qu'une seule volonté, que tous les nuages sombres, bien sombres qu'il y a sur le ciel d'Arménie, soient chassés, pour que revienne l'espoir et que reviennent les populations arméniennes dans l'Artsakh. En tout cas, mesdames et messieurs, nous sommes à vos côtés, vous n'êtes pas seuls. Vive l'Arménie, vive l'amitié franco-arménienne. Pour conclure, l'intervention qui a fait se lever debout la salle entière restera celle de David Vartanian, fils du philanthrope, homme d'affaires et ancien premier ministre d'Artsakh, Rupen Vartanian, qui a appelé la France à tout faire pour libérer les otages, tous les otages détenus en Azerbaïdjan. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais commencer par remercier messieurs les coprésidents, cher Ara et cher Mourad, pour votre soutien. Recevoir cette médaille au nom de mon père, Rupen Vartanian, et de tous les prisonniers arméniens détenus illégalement en Azerbaïdjan est un immense honneur, mais aussi une lourde responsabilité. Personnellement, j'étais en désaccord avec mon père quand il m'a dit qu'il allait partir en Artsakh. Mais il m'a toujours dit que face à un défi, on a trois options. Le premier, se retire. Deuxième, laisser faire et s'adapter. Ou agir selon ses valeurs et tenter d'initier un changement. Malgré les risques, mon père ne pouvait pas rester les bras croisés face à la situation critique dans laquelle se trouvaient plus de 120 000 personnes. Et malheureusement, c'est le scénario le plus sombre qui s'est réalisé le 25 septembre, lorsqu'il a fait prisonnier par l'Azerbaïdjan après un blocus de 9 mois et une offensive militaire. Son arrestation a été la première d'une longue série. 7 autres leaders de la République de l'Artsakh étaient pris. Je veux dire ici leurs noms. Bako Saakian, Arkady Goukassian, Arak Aratunian, David Ishtanian, David Manoukian, David Babayan
et Levon Massakanyan. Mais aussi il y a les autres, civils et soldats. L'histoire se répète. Ce sont les leaders de pays qui sont symboliquement pris pour cible en premier. C'était déjà le cas en 1915 avec la rafle des intellectuels le 24 avril qui a marqué le début du génocide des Arméniens. Et comme au début du XXe siècle, la France est la principale voix qui s'élève en faveur des Arméniens, dans les moments les plus critiques de leur histoire. Je voudrais personnellement remercier le gouvernement français pour son soutien indéfectible au peuple arménien, comme beaucoup des autres en Europe ont choisi de laisser faire et de fermer les yeux. Mais ce soir, je me permets de partager une question. Comment être crédible dans notre soutien à l'Arménie si nous n'arrivons pas à libérer les prisonniers? Je le dis avec force. Soutenir l'Arménie et les Arméniens aujourd'hui, c'est tout mettre en œuvre pour libérer ces hommes, détenus pour aucune autre raison qu'avoir aidé leur peuple. Mais je garde l'espoir pour l'avenir. Et j'en appelle à chacun à se mobiliser pour les prisonniers, surtout avant la COP29 à Bakou. Nous devons unir nos efforts de maintenant pour permettre la libération de tous. Je vous remercie. Voilà, vous l'aurez compris, ce dîner du CCF fera date et il a posé les bases de la relation franco-arménienne post le nettoyage ethnique de l'Artsakh de 2023. Nous arrivons maintenant au terme de cette émission que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site internet radio-hypefm.com et qui sera rediffusé demain matin à 9h15. Bonne semaine à tous et rendez-vous samedi prochain pour un nouveau Carte sur table sur Hype FM.